Donc nous pouvons commencer la séance consacrée à la rigueur en chirurgie viscérale. Et je remercie Michel Huguier, qui malheureusement n'est plus un habitué de l'Académie de chirurgie, d'avoir accepté de revenir et d'organiser cette séance un petit peu particulière sur la rigueur en chirurgie viscérale, qui est un sujet qu'il affectionne tout particulièrement. Michel, tu as la parole. Oui, cher président, c'est toi qui as la gentillesse d'inverser les rôles et c'est moi qui vous remercie de votre invitation et de votre accueil. Alors, parler de la rigueur en chirurgie m'a amené à réfléchir un peu sur ce qu'était notre exercice chirurgical. Et je crois, mais on peut ne pas partager ce point de vue, qui se décompose un peu en 3 étapes. La première, et comme l'indique cette diapo, est de poser à bon escient une indication ou une contre-indication opératoire, car à quoi sert d'opérer merveilleusement bien un malade si il ne justifiait pas une intervention chirurgicale ou s'il pouvait être traité aussi efficacement médicalement. La deuxième étape de notre travail chirurgical est, une fois qu'on a décidé à bon escient d'opérer un malade, de choisir, et c'est très souvent le cas, dans la gamme des techniques dont on dispose, celle qui bien entendu paraît la meilleure sur le plan de ses résultats, confrontée aux contreparties éventuelles, notamment grâce, on en reparlera, aux essais randomisés, et puis la mieux adaptée bien entendu aux malades que l'on opère et son affection. Et puis la troisième partie, et c'est là peut-être dont vous attendiez le plus et vous serez donc le plus déçus, c'est de réaliser aussi parfaitement que possible l'intervention qu'on a décidé à bon escient avec la technique qu'on a choisie après une mûre réflexion. Alors, je parlerai très peu de la technique chirurgicale, parce qu'on pourrait épiloguer de façon assez subjective et avec un intérêt relativement limité, me semble-t-il, sur le raffinement du geste, sur le raffinement du geste, sur la qualité d'une hémostase, sur la minutie d'une suture, et tout ceci, évidemment, est souhaitable, mais pas très intéressant au fond. Alors, je voudrais juste rappeler ce que m'avait écrit notre collègue des Mézières à propos de Jean Moreau, que les complications post-opératoires ne sont pas un manque de chance, mais l'absence de prise en compte d'une somme de détails non maîtrisés. Et je trouve que cette parole dont Jean Moreau finalement était l'exemple, et a été l'exemple pour beaucoup d'entre nous, résume tout ce qu'on peut difficilement dire mieux en matière d'acte chirurgical. Je compléterai quand même ce propos par celui de Claude Bernard, qui dans son introduction à la médecine expérimentale disait « La main habile sans la tête qui la dirige est un instrument aveugle, mais la tête sans la main qui réalise reste impuissante ». Et ça a été repris, je crois, par Valérie et cité au dernier congrès de l'Association française de chirurgie par notre collègue Michaud. Alors, cet après-midi sera consacré à 4 parties. D'une part, j'évoquerai d'abord la rigueur dans l'élaboration d'un diagnostic. Alors, bien sûr, les malades qui nous sont confiés le sont généralement avec un diagnostic, encore faut-il s'en assurer, mais nous avons toujours, souvent, en tant que chirurgien, à apporter, connaître des précisions sur ce diagnostic, l'extension locale, loco-régionale ou métastatique d'un cancer, par exemple. La deuxième partie sera consacrée à l'utilité des études multifactorielles, et Simon Psica en donnera un exemple. La troisième partie
aux études prospectives contrôlées par Bertrand Millat, que je remercie d'être venu de Montpellier. Et enfin, pour faire un peu de suspense, François Laquenne évoquera ce que j'ai appelé du départ à l'arrivée, et vous verrez ce que ça sous-entend. Alors je voudrais remercier les quatre, j'ai horreur, Daniel le sait, du terme discussant qui n'est pas français, je dirais plutôt des intervenants ou des commentateurs, appelez ça comme vous voulez, mais pas discussants. Ces discussants seront d'une part Philippe Boutelier, Jacques Philippon qui a accepté, et je le remercie, de remplacer au dernier moment Bernard Launois, ensuite Jean Dubousset, et enfin Denis Pellerin, qui ne pourra pas être là car il est amené cet après-midi à assister aux obsèques de son frère. Alors je terminerai, si vous voulez, cette introduction sur la rigueur en chirurgie qui pourrait croire que ça aboutit à des dogmes. Il n'en est rien. La rigueur en chirurgie dont on va vous parler, dont on va vous montrer des exemples, aboutit en fait à une démarche probabiliste qui, j'appelle ça, précise en fait nos incertitudes. Et c'est en ça où elle me paraît intéressante, car si c'était des dogmes, ceux qui me connaissent savent que je serais le premier à réagir contre des dogmes. La deuxième chose, c'est que le fruit de la rigueur nous laisse totalement libres de nos choix. C'est pas parce que telle étude a montré que mathématiquement la probabilité de ceci était plus élevée que cela. On reste libre de choisir la technique que l'on souhaite, la réalisation que l'on souhaite. Encore faut-il avoir dans notre décision intégré, à mon sens, et ce qu'on va vous montrer également, toutes les données du problème. Est-ce qu'on peut mettre le second? Vous pouvez lancer le... Oui, j'oubliais. Ça, c'était l'Everest, vu d'une montagne à côté qui s'appelle le Kalapatar, qui est à 5545 mètres. Alors, la rigueur dans l'élaboration d'un diagnostic. Eh bien, aujourd'hui, chacun le sait, on peut mesurer la valeur d'un examen complémentaire, qu'il soit biologique, radiologique, isotopique ou tout ce que vous voulez, de façon aussi précise qu'on mesure en centimètres ou qu'on pèse en grammes ou en décigrammes avec une balance. Le premier unité de mesure, et je vais très vite parce que chacun le sait, sont la sensibilité d'un signe ou de l'examen et sa spécificité. Je voudrais même, parce qu'on y reviendra, si vous voulez, dans cette espèce d'ellipse jaune, elle représente la population dans laquelle, incluse dans l'étude. O ou M+, ça veut dire que les gens ont la maladie que l'on cherche à reconnaître, mais dans cette population, il va y avoir des non-malades. On soupçonne une appendicite aiguë, il y a peut-être autre chose qu'une appendicite. Et puis le S+, c'est le signe est anormal, l'examen biologique est anormal, le scanner ou l'échographie va montrer une lésion qui permet de faire le diagnostic, mais dans cette population, il y a aussi des gens chez lesquels le résultat, c'est le S- de la première colonne, le résultat de l'examen est anormal. Or, je passe, si vous voulez, sur la sensibilité et la spécificité pour vous montrer la chose suivante. C'est que très souvent, et c'est là un problème, un examen très sensible est souvent un peu spécifique. J'ai pris un exemple trivial qui est celui de l'hémoculte. Vous savez que l'hémoculte est un examen assez sensible, il n'est pas très sensible, mais assez sensible, mais il est très peu spécifique, car bien des globules rouges peuvent être dus à autre chose qu'à une hémorragie digestive. Au contraire, très spécifique, mais très peu sensible, le méléna. Si vous observez chez un malade un méléna, vous pouvez être quasi certain qu'il a une hémorragie digestive, mais bien des hémorragies digestives n'entraînent pas pour autant un méléna.
Alors, de façon plus subtile, on peut montrer ça pour des examens biologiques ou des données qui s'expriment de façon quantitative. Si dans l'ensemble d'une population, on essaye d'apprécier, par exemple, les transaminases dans le diagnostic de métastase hépatique, j'y reviendrai. Ah, c'est vous qui me sabotez, là? Ça saute? Je ne sais pas pourquoi ça saute. Ah, c'est parce que... Ah, d'accord. Il fallait un peu d'animation, autrement. Vous allez croire que j'ai trop vieilli. Dans cette population, qui a par exemple un cancer primitif, il va y avoir des gens non malades, c'est-à-dire qui n'ont pas de métastase hépatique, et la distribution des transaminases sera à peu près normale, gaussienne, et puis un autre sous-groupe de malades, c'est-à-dire de gens qui vont avoir des métastases hépatiques, et là encore une courbe de Gauss. Eh bien, si vous prenez comme valeur limite de la normale, mettons 100, vous voyez qu'à ce moment-là, l'examen va être très sensible, c'est-à-dire que tous les malades vont avoir, ou presque, vont avoir une valeur au-dessus de la limite 100, mais ça sera assez peu spécifique, car au-dessus de 100, il y a quand même la partie droite des non-malades. Et puis inversement, si on prend une valeur plus élevée de 300, à ce moment-là, ce sera très spécifique. Au-delà, au-dessus, il n'y a que des malades, mais ça ne sera pas très sensible, car au-dessous de 300, eh bien, il y a un certain nombre de malades dont le résultat sera normal. Alors, pour se tirer de cette espèce de dilemme, examen très sensible et peu spécifique, ou au contraire très spécifique mais peu sensible, on a imaginé... Alors, attendez, oui, non, bah, les courbes ROC. Alors, ces courbes ROC, en fait, consistent tout simplement, je répète, pour des examens qui s'expriment de façon quantitative, à porter en abscisse la spécificité de l'examen. Ah, décidément. La spécificité de l'examen et en ordonnée la sensibilité. En fait, pour des raisons essentiellement mathématiques, si en ordonnée il y a bien la sensibilité, en abscisse on porte le complément de la spécificité, 1 moins la spécificité. Et ça donne, si vous voulez, l'image caractéristique des courbes ROC. Ces courbes ROC ont deux intérêts, deux avantages. La première, c'est que l'intersection entre la courbe ROC et la deuxième diagonale, c'est la diagonale qui va d'en haut à gauche à en bas à droite, donne souvent la valeur seuil optimale qui, au fond, donne le meilleur rapport entre la sensibilité et la spécificité. Le deuxième avantage des courbes ROC, c'est que ça permet, dans des comparaisons, d'étudier l'air sous les courbes ROC et de comparer ainsi la valeur de deux examens. Et c'est ce qui a été fait, si vous voulez, dans une étude assez raffinée, finalement, qui comparait deux scores de gravité dans les pancréatites aiguës, le score APACH2 et le score de Glasgow. Et cette étude a montré que le score APACH, si vous voulez, était supérieur au score de Glasgow. Alors, la sensibilité et la spécificité sont intéressants comme outils de mesure d'un examen, mais ils ne répondent pas finalement à nos interrogations pragmatiques de chirurgiens, c'est-à-dire, si l'examen est anormal, quelle est la probabilité que le malade ait l'affection qu'on recherche, et si le résultat de l'examen est normal, quelle est la probabilité que le malade n'ait pas l'affection. Alors, pour répondre à cette double interrogation, eh bien, on a, vous le savez, les valeurs prédictives. La valeur prédictive positive est en quelque sorte, chez les gens qui ont un signe plus, chez lequel l'examen est normal, la proportion, la probabilité de malades par rapport à l'ensemble de ceux dont l'examen était anormal, A sur A plus B. Et puis la valeur prédictive négative, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire chez les sujets
dont le résultat de l'examen est normal, S-, quelle est la probabilité d'absence de maladie, c'est le petit 2, sur l'ensemble des gens chez lesquels l'examen est normal. Alors en fait, ces probabilités, si vous voulez, sont dérivées d'une équation un peu plus complexe, les probabilités bayésiennes. Bayes, vous le savez, était un pasteur anglican du XVIIIe siècle. Et alors si je vous montre cette équation, dont les petites équations précédentes, en fait, ne sont que la simplification, c'est essentiellement pour insister sur une chose, qui n'est pas toujours très bien perçue. C'est que les probabilités bayésiennes, contrairement à la sensibilité et la spécificité, dépendent de la fréquence de la maladie dans la population que vous examinez. C'est P, entre parenthèses M+, c'est la probabilité de la maladie. Et puis le signe vertical qui suit, ça veut dire si, S+, le signe est présent. Autrement dit, vous ne pouvez extrapoler les résultats de probabilité bayésienne à votre propre expérience que si, dans votre expérience, la fréquence de la maladie est la même que celle dans laquelle l'étude a été faite. Alors, il y a trois choses, je terminerai presque là-dessus, qui sont fondamentales. Ce sont des définitions. Et c'est par là, du reste, que quand on lit avec un esprit critique un article, il faut commencer à regarder. Il y a premièrement la définition de l'ellipse. Sur quel malade a-t-on fait porter l'étude qui a essayé d'apprécier la valeur du PET scan dans je ne sais quoi, de l'IRM dans je ne sais où, etc. Deuxièmement, comment a été défini, on a apprécié, et on y a déjà fait allusion, le fait qu'on dise l'examen était normal ou l'examen était anormal. Et la troisième définition, et j'en montrerai des exemples très concrets, c'est de savoir comment, c'est pas toujours évident, vous le verrez, on a défini, on a dit, il y a bien la maladie, il y a bien des métastases hépatiques ou le foie n'a pas de métastases hépatiques. Alors premièrement, la définition de la population. J'ai pris l'exemple de l'échographie transcutanée dans le diagnostic de métastases hépatiques, premièrement parce que c'est un sujet qu'on avait un peu travaillé, deuxièmement qui peut intéresser aussi bien celui qui fait de la chirurgie du cancer du sein que du cancer du rectum ou que tout autre cancer. Alors il y a deux études. Il y a une étude qui avait été faite par Alderson dans un service de radiologie qui montrait, vous voyez, une sensibilité de 82%. Et puis dans le service, on avait fait une étude sur 273 malades qui ne montrait une sensibilité que de 66%. Et je peux vous dire qu'on avait poussé le vice jusqu'à faire un Qui-2, et la différence était statistiquement significative. Alors on s'est demandé pourquoi. Eh bien en fait, tout simplement parce que dans les deux études, la population incluse n'était pas la même. Dans le service de radiologie avaient été examinés tous les malades qui étaient adressés en radiologie, dont certains avaient des grosses métastases cliniquement palpables, alors que dans le service, on s'était dit, au fond, ce qui est intéressant, c'est de faire une échographie, surtout uniquement à des malades chez lesquels l'examen clinique ne montre pas de grosses métastases palpables. Et c'est cela, la différence de les populations étudiées, qu'explique les différences de sensibilité. Montrant au passage, si vous voulez, que la rigueur le diagnostic n'exclut pas, bien au contraire, et j'y reviendrai tout à l'heure du reste, à propos d'un autre exemple, l'examen clinique. Deuxième exemple, c'est celui de l'étude, enfin, elle était ce qu'elle était, des lacticodéshydrogénases, là encore dans le diagnostic de métastases hépatiques. Michel Adloff, que je remercie d'être là, avait fait une étude qui avait montré une sensibilité de 87%, une spécificité de 72%. Et là encore, nous avions fait une étude dans le service qui avait montré, vous voyez, des chiffres de sensibilité et de spécificité différentes, 51% seulement,
de sensibilité et 84% de spécificité. Ce qui montre au passage, là encore, c'est une démonstration que souvent, quand on est très sensible, on est moins spécifique, et quand on est plus spécifique, on est moins sensible. Alors comment se fait-il, comment expliquer cette différence? Eh bien, tout simplement parce que dans les deux études, les valeurs seuil de la normale des lactico-déshydrogénases n'avaient pas été les mêmes. Dans l'étude de Michel Adloff, il avait pris ce qui était logique comme valeur seuil des LDH, la valeur maximale indiquée par le laboratoire, et dans notre étude, on avait pris de façon plus pragmatique et peut-être plus discutable la valeur normale chez les gens qui n'avaient pas de métastase hépatique, plus 2 écarts types. Donc là encore, je dis, la différence de seuil pouvait expliquer la différence du résultat des deux études. Et enfin, troisièmement, la définition, comment a-t-on dit que les gens étaient malades ou pas malades? Alors, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, par exemple, dans les métastases hépatiques encore. Une tumeur du foie peut très bien, enfin une lésion du foie peut très bien ne pas être une métastase, et une étude britannique ou américaine avait montré que c'était le cas dans 20% des cas. Dans 20% des cas, ce qu'on voit de pathologique dans le foie est un adénome, une hyperplasie nodulaire focale ou tout ce que vous voulez. Et puis au contraire, ce qui est encore plus difficile du reste, sur quels critères a-t-on jugé qu'il n'y avait pas de métastase? La palpation du foie, mais des métastases centro-hépatiques peuvent ne pas être palpables. L'échographie transcutanée préopératoire, mais il y a bien des métastases qui échappent. L'échographie péropératoire est certainement plus sensible. Ou encore le suivi du malade. Voilà. Alors je voudrais maintenant faire une petite parenthèse et vous amener à réfléchir sur les choses suivantes. Premièrement, le risque de multiplier les examens, et notamment les examens biologiques. La plupart des examens biologiques, vous le savez, pas tous, mais la plupart, c'est très... Les boutons sont très sensibles, pas très spécifiques, mais d'une sensibilité qu'on aimerait reconnaître dans bien des examens. Pardon? Les examens biologiques ont une distribution normale. Le laboratoire vous donne comme valeur limite inférieure et supérieure des normales des valeurs qui en fait laissent de chaque côté, au total, 5% de la population. C'est-à-dire que quand vous faites un examen biologique à distribution normale, il y a 5% des gens normaux chez lesquels le résultat sera, entre guillemets, anormal. Et c'est mathématiquement, on peut le prouver mathématiquement, quand vous faites 6 examens indépendants, ce risque que l'un d'entre eux soit apparemment anormal alors que le sujet est normal, s'élève à 26%. Autrement dit, ça condamne, si vous voulez, formellement, ou tout du moins ça doit faire réfléchir sérieusement sur ces bilans qui sont demandés en tort et à travers, notamment dans les services de médecine. Mais il n'y a pas que les services de médecine. Alors finalement, prescrire un moyen diagnostique, ça demande toute une réflexion. Il y a d'une part la valeur diagnostique dont je viens de parler. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier totalement, les risques et les désagréments, l'innocuité des examens. Ces examens ont de moins en moins de contreparties. C'est la raison pour laquelle ils sont de plus en plus demandés, entre guillemets, à la légère et de façon insuffisamment réfléchie. Mais il y a encore 2 données qui doivent intervenir, et je terminerai par là. L'utilité décisionnelle et le coût-efficacité. Et je vais vous donner 2 exemples, l'un un peu raffiné et l'autre très quotidien. En matière d'utilité décisionnelle, prendre l'exemple du TEP scan dans le cancer du pancréas. Nous avions fait une petite étude sur 24 cancers du pancréas qui avait montré que le TEP scan au désoxyglucose avait une bonne sensibilité, 70%, une spécificité tout à fait satisfaisante, mais finalement on avait fait une étude qu'au fond seule une équipe chirurgicale peut faire, car ce ne sont pas les isotopistes qui peuvent faire cette étude, parce qu'ils n'en ont pas
tous les outils, l'utilité décisionnelle ça avait été utile chez un malade sur 24. Un malade sur 24. Alors quand on sait qu'à l'époque, un TEP-scan valait à peu près 1500 €, le coût du TEP-scan utile était de l'ordre de, enfin multiplier 24 par 1500, et vous arriverez à des chiffres relativement astronomiques. Alors ensuite, là encore, on est libre. On peut très bien dire, moi ça m'est égal, je fais quand même des PET scans, ou se dire, si on est plus conscient des problèmes de l'assurance maladie et de la solidarité nationale qui les prend en charge, de dire, je considère, tant pis, je considère que c'est exorbitant. Deuxième exemple, deuxième exemple, alors très quotidien, sur la notion de coût-utilité, c'est la radiographie thoracique préopératoire. Le coût unitaire d'une radiographie thoracique est de l'ordre de 40 €. Pardonnez-moi si c'est un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été montré que la probabilité de dépister une anomalie si l'examen clinique est normal, et encore une fois l'importance de l'examen clinique, est de l'ordre de 3%, à ce moment-là vous arrivez à un coût du dépistage d'une anomalie de 1330 €. Et quand vous savez, ça a été montré, notamment par l'étude de Blairy, qui est un anesthésiste parisien maintenant à Cavaillon, qu'une anomalie dépistée a une utilité décisionnelle qu'une fois sur 10, vous arrivez à un coût du dépistage utile d'une radiographie pulmonaire préopératoire de 13 300 €. Alors là encore, on peut faire on peut décider ce qu'on veut, on continue à en faire ou on arrête d'en faire, mais ce que je voulais montrer, c'était que ce devait être, dans une certaine rigueur d'une démarche diagnostique, un élément parmi d'autres que j'ai évoqué rapidement dans la décision de prescrire ou non cet examen complémentaire. Je vous remercie. Merci Michel. Et j'appelle Philippe Boutelier pour être le discussant, Michel, de cette présentation. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme l'indique le programme du jour, je suis donc le premier discussant à intervenir dans cette séance. Je dois dire qu'à la lecture du programme, je n'avais pas entendu les généralités de Michel Huguier. Après une minute de surprise engendrée par cette provocation sémantique proférée sous l'égide de l'Académie nationale de chirurgie, je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'un moyen subliminal d'indiquer d'emblée que la séance serait consacrée à ce que les anglo-saxons dénomment l'evidence-based medicine. Mais si la traduction discutante ne souffre pas d'ambiguïté, il n'en est pas de même de celle de l'expression evidence-based medicine, qui a un sens dans le cadre de la pensée juridique anglo-saxonne, laquelle est étrangère à notre propre pensée juridique. Le sens juridique d'évidence dans le monde anglo-saxon, c'est le témoignage. Le glissement sémantique de témoignage vers preuve s'explique par le rôle déterminant du témoignage dans le droit anglo-saxon. Le juge est lié par le témoignage, il ne peut condamner sans témoignage formel. En droit français, c'est l'intime conviction qui est décisive. Le mot preuve, dans le sens français de vérification d'une hypothèse scientifique, se dit en anglais proof. La moins mauvaise traduction d'evidence-based medicine serait probablement fondée sur les meilleures données acquises de la science.
Une deuxième remarque est de rappeler que l'evidence-based medicine a fait son apparition aux États-Unis au cours des années 70 comme approche pédagogique. Il s'agissait d'inciter les étudiants à la recherche des données bibliographiques les plus récentes et les plus pertinentes sur un sujet considéré. L'objectif à plus long terme était de les armer d'une technique leur permettant d'avoir accès à un savoir impersonnel généralisable qui se surajoute à l'expérience clinique individuelle acquise par la formation universitaire et l'apprentissage, ce dernier n'ayant pas la même homogénéité que le savoir scientifique impersonnel. Ceci dit, l'excellent exposé de Michel Huguier est d'abord un hymne à la rigueur scientifique qui doit présider au choix et à l'interprétation des examens complémentaires afin d'obtenir un diagnostic. Il nous a montré que les qualités métrologiques des examens complémentaires permettaient d'optimiser leurs indications en fonction du but que l'on se fixe. Mais il nous a aussi montré les limites de ces mesures qui ne répondent pas toujours à l'interrogation des cliniciens. En soulignant le risque de multiplier le nombre d'examens complémentaires et la notion de coût-utilité à partir de l'exemple de la radiographie pulmonaire préopératoire, il rappelle cette notion fondamentale que ce sont les données de l'examen clinique qui permettent de choisir le ou les moyens d'investigation les plus appropriés à chaque cas particulier. Daniel Schlecht m'avait demandé de faire des commentaires. Il vient juste à remercier Philippe de ses propres commentaires. Je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaitent prendre la parole à propos de la démarche diagnostique? Je suis bien entendu tout à fait d'accord avec toi, Michel, sur ce coût-utilité. Et c'est pas du tout ce qu'on apprend aux étudiants en médecine actuellement. C'est pas du tout l'ECN comme il est fait, ou l'EC, je ne sais plus comment. Et il faudrait revenir à cette phrase fondamentale que tu as prononcée, c'est-à-dire l'examen clinique passe d'abord. François Richard. Non, je voulais féliciter Michel Huguier pour la qualité de son exposé et dire, c'est vrai, on parle toujours d'examen clinique, mais enfin, je vais faire un peu le provocateur. Si je prends ma spécialité en urologie, actuellement, le traitement de toutes les tumeurs du rein, de toutes les tumeurs de la prostate, ne repose plus du tout sur l'examen clinique, puisque actuellement, si je prends l'exemple des tumeurs du rein, 95 ou 97% des tumeurs du rein qui sont traitées alors qu'elles sont à des stades purement infracliniques. Et c'est là où tout ce que Michel Huguier a indiqué sur la valeur des examens, et notamment sur le scanner ou l'IRM ou l'échographie, est très important. Et quand on a eu le hasard a fait qu'en urologie, on a été parmi les premiers à s'intéresser aux échographies et aux scanners. Et j'avais publié, et d'ailleurs Michel Huguier, qui faisait partie de mon jury d'agrégation, m'avait titillé un peu là-dessus. Il s'en souvient plus, mais moi je m'en souviens forcément. On avait travaillé avec René Cus, qui croyait pas beaucoup, et Christian Châtelain, qui y croyait plus, sur les valeurs prédictives et les sensibilités du scanner et de l'échographie. Et il est évident que c'est grâce à ça qu'on a pu supprimer complètement les artériographies en montrant que le scanner était à l'époque le meilleur examen sur des données chiffrées. Donc je pense qu'il faut faire attention, parce que quand on dit il n'y a que l'examen clinique qui compte, il est vrai, et je prendrai un autre exemple qui est celui par exemple du PSA et du cancer de la prostate. Et Michel Huguier l'a très bien dit, le PSA est un très bon examen sur le plan du diagnostic quand on a un malade qui a un nodule
au toucher rectal, mais par contre dans le cadre du dépistage, c'est le même examen, avec théoriquement les mêmes possibilités, mais comme la population des non-malades est 100 fois plus grande, la valeur prédictive se trouve complètement différente, alors que c'est exactement le même examen. Donc je leur remercie de la qualité et de son exposé. Il y a d'autres intervenants.